Sortie pédagogique à Bamako. Journal parlé présenté par les étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, spécialité radio. Il est 15h à Bamako, au micro Moussa Diarra. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette 3e édition de la sortie pédagogique de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, sise à Dar Salam au flanc de la colline de Koulouba. Au sommaire de ce journal, destruction des bases terroristes à Menaka pendant que le gouvernement a pris hier d'importantes mesures de création et de réorganisation du commandement des forces spéciales pour plus d'efficacité face aux défis sécuritaires. Journée mondiale de la drépanocytose, maladie héréditaire. Notre dossier santé met l'accent sur la sensibilisation et prévention précoce. La poussière sur les voies publiques, un phénomène bien nuisible à prendre au sérieux dans l'assainissement de Bamako. Amadou Sadio Kamara en parle dans sa chronique. Changement climatique, facteurs et impact sur les activités. Notre reporter Abouakar Warma s'est intéressé à la question. Dans la page sportive, nous parlerons du marché des transferts qui s'annonce fructueux pour les professionnels maliens à l'étranger. La Cour suprême de Bamako exige des anciens dirigeants des partis politiques dissous de justifier leurs dépenses sur 25 ans, c'est-à-dire de juillet 2000 à mai 2025, en fournissant des documents comptables détaillés avant la fin de ce mois de juin 2025. Il s'agit évidemment de la justification de l'aide publique accordée aux partis politiques durant le multipartisme. Des Bamakois se prononcent au micro de notre reporter Abila Kone. L'enquête n'est forcément pas une bonne nouvelle pour le voleur. Les partis politiques nous prêchent tout le temps la démocratie, mais cette démocratie veut dire aussi transparence. Donc il est temps qu'ils nous expliquent l'usage des centaines de millions de francs CFA reçus au nom du pluralisme démocratique. Cette décision est salutaire, car les citoyens sauront où va l'argent du contribuable. Une décision n'est pas Moi, je dirais que c'est une peine perdue. Et pourquoi? Parce que si on essaie de voir depuis 2000 jusqu'à 2025, il y a eu beaucoup de changements, c'est-à-dire beaucoup de présidents qui se sont succédés, comme notamment à commencer par Amadou Toumani Touré, Alpha Omar Konaré, Ibeka. Bon, si on essaie de voir, on va faire la récapitulation de tout ce que les partis politiques ont eu à faire. Pour moi, je dirais, à Nemogo, c'est pas le moment parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Bon, ça va nous mettre un peu en retard. C'est impossible de mener une enquête pour éclaircir une affaire qui date de plus d'une décennie. Si ça ne tenait qu'à moi, on laisse tomber tout cela et on repart sur de nouvelles bases. Même si pour l'instant nous ne voulons plus de partis politiques pour nous mettre les bâtons dans les roues en cette situation de crise, mieux vaut les laisser là où ils sont, hors de la scène médiatique. Il est mieux que l'État se concentre sur d'autres problèmes qui sont plus urgents. Je crois que c'est une démarche assez professionnelle, certes, mais étant donné qu'ils ont eu à dissoudre les partis politiques, je ne trouve pas en fait convaincant ou bien, disons, concret qu'ils puissent demander à tous ces partis politiques de donner compte de leur activité financière. Par mon expérience de ce qui se passe avec les partis politiques et leur dissolution, je crois bien que le gouvernement, peut-être, dans leur démarche de demander des comptes aux partis politiques, veulent peut-être en tirer profit et mettre en fait fin à tous ces partis politiques et puis leur mettre à l'écart dans les éventuelles élections. Le 19 juin marque la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, une maladie héréditaire. Cette terrible maladie reste encore méconnue, bien qu'elle soit la première maladie génétique au monde. Cette journée est plus qu'une date sur un calendrier, c'est un appel à la sensibilisation, à l'action et à la solidarité envers les millions de personnes touchées.
Pour tout comprendre assez mal, suivant ces dossiers santé signés de Madame Job. En ce jeudi, journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, il est impératif de sensibiliser. Cette maladie génétique est surtout héréditaire qui touche plus de 300 000 enfants dans le monde selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mérite toute notre attention. Pour mieux en comprendre les enjeux, nous avons rencontré le docteur Ségou Kéné, hématologue, clinicien au Centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose au point G. La drépanocytose, c'est une maladie génétique héritée des deux parents. C'est-à-dire, pour que l'enfant puisse avoir la maladie drépanocytaire, les deux parents portent les gènes de la maladie, donc communément appelés les traits drépanocytaires. Ça intéresse uniquement les globules rouges. Donc ça atteint un des éléments du globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine. Nous avons classiquement 4 formes de drépanocytose. La forme homozygote, appelée SS. La deuxième forme, c'est la forme hétérozygote composite. Il y a la bêta plus thalassémie et la bêta zéro thalassémie. Comment se manifeste-t-elle chez les patients, docteur? La maladie drépanocytaire évolue en 2 phases. Les complications aiguës d'abord. La première complication aiguë, c'est la douleur, donc appelée sous forme de crise vaso-occlusive. Et la deuxième complication, chez les enfants surtout, vraiment qui prédit la maladie drépanocytaire, le gonflement, en français facile, des pieds et des mains. Il y a une des complications aiguës la plus redoutable, ça c'est l'accident vasculaire cérébral. À ceci, on peut ajouter aussi l'anémie. Ça, ce sont des premiers signes auxquels on peut suspecter la maladie drépanocytaire. Ensuite, l'autre complication, c'est les complications chroniques qui peuvent atteindre tous les organes du corps. Comment la drépanocytose est-elle diagnostiquée et quels tests sont utilisés? Donc, c'est les tests avec la prise de sang. Donc, depuis que le bébé est dans les ventres de sa maman, on peut faire le dépistage, voir l'enfant qui va naître. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le dépistage anténatal. Autre situation de dépistage, ça, c'est le dépistage néonatal, à la naissance de l'enfant. Parce que chez nous, c'est ce qui est d'actualité. Dès qu'on dépiste tous les enfants, donc on met le système de suivi en place, on peut faire le dépistage aussi loin de naissance, comme chez vous et chez moi. Aujourd'hui, on a à peu près au Mali 3 000 à 5 000 naissances drépanocytaires de forme majeure. 12 à 16% de la population malienne porte les gènes de la maladie. Quels en sont les traitements disponibles, docteur, et est-ce qu'on peut en guérir? On va dire que la drépanocytose se soigne mais ne se guérit pas parce que les moyens qui permettent de guérir cette maladie, nous ne les avons pas à notre disposition. Ou les traitements qui permettent de guérir définitivement de la maladie, ça c'est la greffe de la moelle osseuse. Donc chez nous, on s'est mis sur le dépistage très tôt et le suivi. Environ 20 000 cas de drépanocytaires sont en soins dans ce centre, d'après le docteur Kéné. Avant de s'unir, il est sage que les futurs époux effectuent le dépistage prénuptial. Il protège les enfants à venir, les préservant du mal héréditaire qui pourrait les frapper. La drépanocytose n'est pas une fatalité. La prévention, le dépistage précoce et la prise en charge adaptée améliorent considérablement la qualité de vie des patients. Le changement climatique est bien réel. C'est un phénomène préoccupant auquel le monde est désormais confronté. Le Mali n'échappe pas au phénomène. Quels en sont les principaux facteurs? Quel impact sur le secteur d'activité? Et quelles solutions pour y faire face? Bouakar Warma s'est intéressé à la question, nous l'écoutons dans ses reportages. Le changement climatique désigne les modifications du climat accompagnées d'une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial. Depuis quelques années, le monde se réchauffe, les températures augmentent, les saisons se dérèglent et les populations en subissent déjà les conséquences. Sécheresse, inondations, vagues de chaleur. Il suffit de se rappeler des inondations qui ont eu lieu au mois de mars dernier à Sikasso et environ, entraînant d'énormes pertes en vies humaines et dans la production des pommes de terre. Le changement climatique s'impose désormais comme l'une des plus grandes préoccupations du XXIe siècle. Naraledi Mamadou Sanogo, docteur en éducation sur le changement climatique, explique les facteurs à l'origine de ces phénomènes. Quand nous regardons le mot changement climatique, il y a changement. Changement dans la climatologie se mesure sur la base de 30 ans. Toute modification n'atteint pas 30 ans ne peut pas être qualifiée de changement climatique, mais plutôt de la variabilité. Maintenant, de résumer, le changement climatique n'est que la variation des paramètres climatiques qui sont entre autres la pluviométrie, la température, l'évaporation, pendant au moins 30 ans. En parlant des causes du changement climatique, la principale cause n'est rien d'autre que l'émission des gaz à effet de serre par nos activités anthropiques, telles que le CO2, le méthane et le protoxyde d'azote, mais il y a tant d'autres. Voilà, quand nous prenons le secteur énergétique, nous le savons très bien que nous dépendons toujours de l'énergie fossile. Et ces énergies fossiles dans nos groupes électrogènes contribuent à l'émission de CO2, dans les industries, dans nos maisons, partout. Au Mali,
La production agricole est négativement impactée par la variabilité climatique et cela pourrait s'amplifier si rien n'est fait. Abdoulaye Guiré, agriculteur, se montre encore optimiste certes, mais il n'en demeure pas moins que le phénomène est réel. En tant qu'agriculteur, je dirais plutôt que le changement climatique n'est pas aussi pesant que cela sur le secteur agricole. Certes, il y a eu un léger décalage des saisons et une légère augmentation des pluviométries, mais loin des impacts catastrophiques que connaissent d'autres parties du monde. Dans certaines régions du Mali, certains pêcheurs ont dû abandonner leurs activités parce que les lacs se sont asséchés, notamment les lacs Fagbin. Ailleurs, les ressources halieutiques ont diminué comme le déplore Noussako, pêcheur. Depuis quelque temps, la pêche devient de plus en plus difficile. Avec la montée subite du niveau des eaux, les poissons se font rares, leur reproduction étant perturbée. Face à cette situation de plus en plus préoccupante, Narale Dimamadou Sanogo, docteur en éducation sur le changement climatique, propose des solutions d'atténuation à mettre en œuvre à l'échelle nationale comme mondiale. Pour lutter contre le changement climatique, on n'a que deux solutions. On s'adapte, soit on atténue. Alors, on adapte parce que le problème est déjà là. Les communautés sont affectées par la sécheresse, par l'inondation. Qu'est-ce que nous pouvons faire actuellement pour faire face à ces effets-là? Il y a des activités telles que la promotion des semences améliorées à cycle court, que les paysans commencent actuellement vraiment à planter, comme des stratégies d'adaptation face à la sécheresse. Il y a aussi des activités agroforestières que de certaines ONG commencent vraiment à promouvoir dans nos communautés. Le Mali est un pays sylvo-agropastoral par excellence, donc très vulnérable aux effets du changement climatique. Pour éviter les pires et préserver les générations futures, une prise de conscience collective s'impose. L'année 2025 a été décrétée année de la culture au Mali. Elle doit donc être l'occasion de révalorisation de nos objets traditionnels, que ce soit des vêtements et les parures, en particulier les colliers. Les commerçants de ces habits et colliers traditionnels devraient se frotter les mains. Notre reporter Abdoulaye Suleiman Togo est allé à la rencontre de quelques vendeurs de ces habits et colliers traditionnels. Le port des habits et des parures de chez soi est très important. Il souligne l'identité culturelle de la femme ou de l'homme qui en est pourvu. La pratique devrait être courante et les gens devraient se hâter de s'en approprier. Pourtant, jusque-là à Bamako, les gens n'acceptent ces objets que lors des événements. Situation que déplore Brahma Silla, vendeur de colliers traditionnels à la maison des artisans de Bamako, autrement dit artisanat. Les gens sont plus enclins à acheter les colliers traditionnels à certaines occasions, notamment les journées culturelles des élèves ou les mariages. Ce n'était pas le cas auparavant. Nos objets traditionnels sont à présent mis en valeur. Pour Fanta Diarra, cliente, porter ses habits traditionnels pendant les cérémonies culturelles est un retour aux sources. Elle invite les autres à suivre cette voie. Avant, je ne sais pas ça, mais actuellement, vu que c'est une journée culturelle et que chacun doit porter un habit traditionnel, vu que je suis Bambara, ça c'est un tissu Bambara. De voir ces tissus traditionnels nous rappelle d'où on vient. Actuellement, dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, les gens sont en train de revenir en arrière avec les tissus, les wax, les bogolans, parce que ça prouve aux gens d'où l'on vient, c'est les tissus de nos pays. On doit mettre ça en valeur. J'invite tout le monde à commencer à reporter les habits traditionnels pour montrer aux gens d'où l'on vient et qu'on est fiers d'être africains. Bo Diarra, vendeur d'habits traditionnels que nous avions rencontré à l'artisanat, confirme l'intérêt de plus en plus marqué que les gens ont pour ces tenues traditionnelles. Ces dernières années, les gens sont vraiment intéressés par les tenues traditionnelles. J'ai même constaté que ces tenues sont de plus en plus utilisées pendant les mariages, même si les coupes sont parfois modernes. Et puis, pendant les vacances scolaires, certains parents en achètent pour leurs enfants. J'invite donc par conséquent la population à un retour aux sources. Nos habits et nos colliers traditionnels ont longtemps été relégués au rang d'objets de souvenirs. Aujourd'hui, ils retrouvent une nouvelle vie dans un contexte d'un retour aux sources. C'est une affirmation, une reconquête de notre identité culturelle. Ne n'oublions pas, 2025 a été décrété année de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nos artisans ont beaucoup de talent. La preuve, les sacs et les chaussures fabriqués localement résistent face à l'abondance des mêmes objets importés. C'est le constat fait par notre reporter Djeneba Diallo qui s'est rendu à la maison des artisans de Bamako. Le marché des sacs à main et des chaussures à base de peau résiste bien à la concurrence étrangère. À la maison des artisans où nous nous sommes rendus grouille de monde, c'est là que nous allons rencontrer M. Tidjane Kalouka et Ishaka Sanogo, tous des fabricants d'objets artisanaux.
Ils affirment que les produits locaux sont de plus en plus achetés par les Maliens. Très souvent, nos sacs et chaussures de peau sont plus vendus à l'extérieur. Certes, les Maliens valorisent nos articles, mais pas autant que les gens de l'extérieur qui préfèrent ce que nous faisons et vice-versa. Certains Maliens préfèrent les articles venant d'ailleurs, mais de nos jours, ça commence à changer. Ils sont en train de comprendre et ils achètent les produits locaux. Dieu merci, le marché commence à aller mieux. Les Maliens comme les Parisiens achètent, surtout les Maliens qui ont pris conscience de la valeur de nos produits locaux. Les prix varient de 3 000 francs à 10 000 francs CFA. Entre les sacs à main et chaussures fabriqués localement et ceux importés, les opinions varient selon les clients. Mais la préférence nationale l'emporte sur les produits étrangers. Voici à ce sujet l'opinion de 3 clients que nous avons rencontrés au hasard de notre reportage. Moi, je préfère les sacs en cuir pour des raisons de solidité et longévité. Quand le cuir est bien traité, et il est plus résistant et dure des années. Il vieillit bien et prend une belle patine avec le temps aussi. Faire les chaussures et les sacs faits à base de peau parce que d'abord ça valorise la culture et ça a une longue durée de vie. J'ai une sensation de fierté quand je vois que je porte des chaussures et des sacs qui sont faits à base de peau. Je préfère les sacs faits à peau parce que c'est très important, ça dure et puis ça montre notre culture aussi. Il fut un temps où on parlait fréquemment de consommer malien. Il ne saura en être autrement pour la culture. 2025 étant l'année de la culture au Mali, semble avoir donné aux Maliens une autre chance de se découvrir et de mettre à la une la culture malienne à travers ses produits locaux. Bamako, la coquette, départ la propriété. Carrefour des belles rencontres fait face aujourd'hui à l'augmentation de la quantité de poussière sur les voies publiques. Un phénomène qui menace la santé des populations, notamment les usagers de la route. Que faut-il faire? Réponse dans cette chronique d'Amadou Sadio Kamara. Bamako, l'ancienne ville coquette est poussiéreuse et nous sommes les premières victimes. Les tabacs nuisent gravement à la santé. Cette mention, nous la voyons sur les paquets de cigarettes. Pour les consommateurs, notamment les jeunes et les adultes, elle sert d'avertissement pour attirer leur attention sur les effets néfastes de la cigarette sur leur vie. Une honnêteté à saluer de la part des entreprises qui vendent le produit avec cet avertissement fort. Et si les autorités municipales en charge de la gestion de Bamako, la ville aux 3 caïmans comme symbole, copiaient cet exemple en inscrivant sur les panneaux publicitaires « Géli ». La poussière des voies publiques nuit gravement à la santé des motocyclistes. Fin de citation. Les motocyclistes, la capitale malienne en connaît des centaines de milliers. Ainsi, en lisant les enseignes, la population pourrait prendre les précautions nécessaires. Cette année, tout comme les précédentes, la poussière est omniprésente, surtout sur certaines routes en construction, tel le futur axe à 4 voies qui va relier Bamako à Koulikoro. Le ciel est constamment nuageux de poussière qui pollue l'air et affecte la qualité de la vision et est source de maladies respiratoires. Seule la période des pluies atténue les effets. Ce phénomène est un véritable défi environnemental et un problème de santé publique qui mérite une réflexion et des mesures appropriées de la part des décideurs. Certes, des balayeurs portant des gilets s'activent au quotidien, mais le phénomène est loin d'être maîtrisé. La longue saison sèche, souvent ponctuée des vents forts, ne saurait expliquer en aucun cas le déficit de nos efforts. Les routes en latérite sont encore nombreuses dans la capitale et cela interpelle le gouvernement. L'heure est à l'action. Il est à espérer que l'éducation civique, conjuguée avec la fin des grands travaux d'infrastructures routières qui ont cours présentement, vont certainement améliorer la situation. Le parc national de Bamako est un espace vert mais aussi un complexe sportif. C'est un lieu de rendez-vous quotidien pour de nombreux Bamakois. Koumba Boré y est allé faire un tour. Voici son reportage. Le parc national date des années 1940 et est l'œuvre d'un gouverneur de l'époque coloniale, Louveau, qui était un mordu de la nature.
Un premier espace botanique existait depuis 1943, contigu au jardin géologique qui a été aménagé à partir des années 1949. Les deux entités se trouvent au pied des collines de Koulouba et du Point J. Ont été réaménagées dans les années 2009 sur un financement de la Fondation du Prince Aga Khan. Le parc national a été inauguré en 2010 et le parc zoologique en 2013. Le parc est bâti sur une superficie de 23 hectares. Il est de nos jours un véritable poumon vert dans la ville où les Bamakois aiment aller se promener et se distraire. C'est dans une ambiance conviviale que les athlètes se rassemblent ce soir au parc national du Mali. Il est 18h15 ces jours-là. Après une longue journée de travail dans la salle de gym, ils sont nombreux à se livrer à leur sport favori, jeunes et moins jeunes, de toutes catégories socio-professionnelles. Parmi eux, Aruna Kanti. Il n'a pas hésité à parcourir plusieurs kilomètres pour participer à cette séance collective. Tout heureux d'être là. Moi, je suis jusqu'à Moribabougou. Ma maison, c'est à Moribabougou. Donc, chaque jour, en sortant de la maison, la première chose que je demande à madame, est-ce qu'elle a mis mes équipements dans ma voiture? Soir, à la descente, je puisse me retrouver là. La salle de gym du parc national offre l'opportunité de pratiquer plusieurs disciplines sportives, comme nous l'explique Gaussou Ouedrago, un des habitués des lieux. Bon, on fait des gym. Ça, c'est la gymnastique, culture physique, quoi. En même temps, des musculations. Vous voyez qu'il y a plein de matériel, des poulies, des dorsaux, des poids de 15 kg, 20 kg pour travailler des biceps. Tous les exercices sont pratiqués sous l'œil de Badou Alkaya Touré, moniteur principal de la salle de gym. Il souligne l'importance de pratiquer du sport. Allez, marche. Tu fais 4 séries de 20. L'avantage du sport, c'est aider les participants à se maintenir en forme. Ça contribue naturellement au développement. Et il y en a parmi les qui souffrent de maladies, comme le diabète, comme l'hypertension, comme d'autres maladies endocrines. Alors, donc en pratiquant le sport, ça leur permet de vivre avec ces maladies-là. Badou Alkaya Touré ajoute que l'activité physique régulière est essentielle. Elle permet de prévenir de nombreuses pathologies chroniques, le cancer, mais aussi les maladies neurodégénératives, comme la maladie de Parkinson, mais aussi les maladies psychiatriques. La pratique du sport lutte contre l'obésité. C'est pour cela que Fatoumata Koulibaly est revenue reprendre les sports après l'avoir abandonné un moment. Avant, je pesais 136 kilos, mais depuis que j'ai commencé le sport, il y a de cela bientôt une année, je suis à 89 km. État de santé surtout. J'ai fait une crise cardiaque, donc ça c'était en 2020. Bon, dès lors, j'ai fait une crise cardiaque, donc ouais, j'ai commencé à pratiquer le sport parce que c'était avantageux pour moi. Même engouement chez Mamoutou Aïdara, un autre habitué de la salle de gym du parc national. Moi j'avais lâché le sport, mais ensuite j'ai repris. J'ai repris parce que j'ai constaté que le manque de sport commençait à générer beaucoup de problèmes en moi, notamment le manque de sommeil. Moi j'ai repris le sport et depuis que j'ai repris le sport, je constate que mon sommeil commence à s'améliorer. Allez, prends ta vie comme ça. 1, 4, 5, Ça, c'est des exercices qui font réveiller les nerfs. Après l'effort, rien de mieux qu'un excellent repas. Aussi, Mohamed Kone et son partenaire de gym n'hésitent pas à prendre la direction du restaurant à l'intérieur du parc. Nous nous hydratons ici avec du jus naturel. Ça permet d'écraser un peu la graisse. Le parc national est véritablement un lieu de détente pour tout le monde. Chacun peut y trouver son compte. À présent, les nouvelles brèves avec Ndeye Mariam Diop a commencé par cette action victorieuse des forces armées maliennes à Ménaka. En effet, Moussa, les forces armées maliennes ont mené une opération militaire réussie hier dans le nord de Ménaka, détruisant complètement une base terroriste. Plusieurs éléments ennemis ont été capturés et leur armement saisi. Ce succès opérationnel souligne la détermination des FAMA à protéger l'intégrité du territoire et la sécurité des populations. Justement, hier, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté des textes pour unifier le commandement des opérations spéciales, afin de mieux répondre aux défis sécuritaires. Ainsi, plusieurs unités de forces spéciales ont été créées. Il s'agit du bataillon des forces spéciales et des centres d'aguerrissement des forces antiterroristes, des forces spéciales air et le groupement de reconnaissance et d'intervention. Le procès dit de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a repris son cours normal. L'incompétence de la Cour soulevée lundi par les avocats de la défense a été rejetée par la Cour. La Nyélénie de l'Office du Niger n'est plus.
le monde agricole est en deuil suite au décès hier de Mme Kouriba Djeneba-Diarra. Ingénieure d'agriculture et du génie rural, elle a marqué l'histoire de l'Office du Niger en devenant la première femme directrice de zone de production rizicole. Surnommée Nyeleni, elle a gravi les échelons, dirigeant avec succès les zones de Molodo et de Nyono. Ces obsèques auront lieu cet après-midi à Irimadio Zerni. Elle est décorée des médailles de mérite agricole et de chevalier de l'ordre national. En page internationale, la République démocratique du Congo et le Rwanda paraphent un accord de paix à Washington, sous médiation des États-Unis et du Qatar. Cet accord qui vise à mettre fin au conflit dans l'est de la RDC doit être signé le 27 juin. Il prévoit le respect de l'intégrité territoriale et le désengagement des groupes armés. Conflit Iran-Israël. Rien de concret dans le sens de la paix. Les bombardements continuent. Interrogé hier par une journaliste américaine du CBS News, le président Donald Trump déclare vouloir, je cite, « une vraie fin à la question nucléaire en Iran ». Fin des citations. Voilà Moussa, c'est tout pour les brèves. Le sport. Le mercato de l'été 2025 s'annonce très fructueux en Europe. En effet, le marché des transferts est prometteur pour plusieurs joueurs professionnels maliens. De la Bundesliga d'Allemagne à la Liga NOS au Portugal, sans oublier les premières ligues d'Angleterre et de France. Les clubs européens s'arrachent les brillants profils qui symbolisent le football malien. Commentaire signé Soumaïla Issa Maïga. Le mercato des internationaux maliens affole les radars des plus grands clubs européens. En Bundesliga, le dossier Amadou Haïdara fait tourner bien des têtes. Le milieu de terrain du RB Leipzig est courtisé par Arsenal et Chelsea d'Angleterre, le Bayern d'Allemagne et Galatasaray de la Turquie. À un an de la fin de son contrat, il pourrait s'envoler pour 30 millions d'euros. Une belle opportunité pour le joueur formé à l'académie Jean-Marc Guyot de Bamako. Du côté de Djadji Samasekou, libre depuis son départ d'Ofnem, les offres ne manquent pas. El Qadsia en Arabie Saoudite lui propose un contrat XXL de 3 millions de dollars par an. Mais Lens en France, la Fiorentina d'Italie et Mönchengladbach d'Allemagne sont également sur le coup. En attaque, El Bilal Touré ne sera pas conservé par Stuttgart. Retour programmé à l'Atalanta en Italie où l'avenir de l'international reste incertain. Sikou Niakate, pilier du SC Braga au Portugal, est dans le viseur de l'Olympique de Marseille qui pourrait dégainer une offre de 8 millions d'euros pour renforcer sa défense. Le joueur sort d'une belle saison européenne avec 10 matchs en Ligue Europa et en Ligue 2, le Paris FC s'intéresse à Hamari Doumbia, l'ancien capitaine des Rennes et des Aigles du Mali. Actuellement à la Real Sociedad en Espagne, pourrait donner un coup d'expérience au club francilien qui vise la montée. Enfin, Falaye Sako attise les convoitises en Russie et dans le Golfe. Moussa Djenepo est dans les plans de Leeds United d'Angleterre et Yves Bissouma se rapproche de Fenerbahçe avec un prêt assorti d'une obligation d'achat déjà bien ficelée. Ces transferts ne sont pas que des chiffres ou des contrats, ce sont des destins qui se tracent, des carrières qui s'élèvent et le rayonnement du football malien qui s'intensifie bien au-delà des frontières. Le Mali s'installe doucement mais sûrement comme un vivier incontournable pour les plus grands clubs du continent européen. Le sport. Ainsi prend fin cette troisième édition du journal parlé de la sortie pédagogique de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. C'était Moussa Diarra à la présentation et Ndeye Mariam Diop sous la supervision des professeurs Baba Djourté et Tchona Machokone. La mise en onde a été assurée par Idrissa Kanté. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 15h. C'était le journal de la sortie pédagogique de la 6e promotion, spécialité radio de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication.